Président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous retrouver comme tous les mardis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Emmanuel Macron a accordé hier une interview très commentée à la chaîne YouTube Hugo Décrypte. Il a appelé à être intraitable sur l'interdiction du port de l'abaya à l'école, félicitant même son ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, de cette annonce. Une décision qui est d'ailleurs, Alexis, largement approuvée par les Français, et ce, au-delà des sympathisants macronistes. Voilà, évidemment, au travers de Hugo Travers, dit Hugo Décrypte, il s'adressait à la jeunesse de France, et donc c'était un entretien de rentrée qui visait à expliquer les nouvelles orientations politiques de la Macronie en matière scolaire et éducative notamment. De la maternelle jusqu'au baccalauréat, l'école est laïque, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les signes religieux. Je ne stigmatise personne, a aussitôt ajouté le président de la République. Mais il a quand même dit, nous vivons aussi dans une société avec une minorité, des gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'attentat terroriste. Et Samuel Paty refusant évidemment de faire un parallèle entre des actes de terrorisme ou même un militantisme djihadiste ou salafiste et l'abaya. Pour autant, effectivement, vous avez très bien résumé les enjeux de cet entretien qui comporte bien d'autres chapitres. Notamment sur la santé des jeunes. Notamment sur la santé des jeunes, mais il s'agit quand même d'abord et avant tout de la mise en scène spectaculaire, de la réaffirmation du régalien au cœur des priorités gouvernementales en cette rentrée. Et notamment, bien sûr, puisque le régalien se décline d'abord et avant tout sous les préaux de la République, notamment bien sûr dans un ministère qui est un ministère clé au fond de la reconstruction de la France pour les années qui viennent, qui est le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et qui fait partie du domaine réservé du président. En tout cas, ce qu'il a confirmé, ce qui n'est pas a priori la lecture que l'on peut faire de la Constitution. Du domaine réservé du président, effectivement, c'est une novation, vous avez absolument raison. Jusqu'ici, c'était plutôt les affaires étrangères qui étaient considérées et la défense comme le seul domaine réservé véritable du président. Mais là, nous avons vraisemblablement un président qui, après des tâtonnements, des hésitations, a trouvé la personne en Gabriel Attal pour réaliser la politique dont il rêve aujourd'hui pour l'éducation nationale, dont il rêve d'ailleurs, il faut le dire, en commun probablement avec son épouse. Il ne faut jamais, évidemment, surdéterminer l'influence de celle qu'on appelle aujourd'hui les premières dames. Néanmoins, elle a sans doute eu dans ce domaine-là son voix au chapitre. Je me souviens d'une conversation avec Alain Finkielkraut qui m'avait raconté un dîner chez Ilana Sicurel en 2017, avant que le président... L'eurodéputé. Exactement, avant, donc ils sont très amis, avant qu'Emmanuel Macron soit élu, et il y avait, disons, un moment de flottement lorsque Emmanuel Macron détaillait son programme économique qui barbait Finkielkraut, et Brigitte Macron a interrompu la conversation, a fait un aparté avec Finkielkraut pour lui dire tout le bien qu'elle pensait de ses positions, on va dire très fermes, républicanistes, laïques, sur l'école. Donc effectivement, c'est vrai que cette femme a sans doute son influence sur cette réorientation. Mais pourquoi l'entretien avec Travers hier était intéressant et pourquoi la visite qui se déroule actuellement on va parler dans quelques instants, en présence notamment du ministre de l'Éducation nationale, pourquoi cette espèce de déploiement de volontarisme régalien est-il intéressant à analyser? Eh bien, là, je vous livre, c'est une hypothèse, on va rentrer dans le détail après. Je crois que nous assistons, comme souvent en politique, à un savant mélange, à un dosage, j'allais dire, indécidable de conviction et de mise en scène, de conviction et de théâtre. Il s'agit politiquement, et ce n'est pas un reproche que je lui fais, c'est une analyse. Il s'agit politiquement pour le président... C'est une autre forme d'en même temps. Je crois. Il s'agit absolument. Si vous voulez. Il s'agit pour le président de la République, et ça, c'est un en même temps qu'on va voir qui n'est pas que doctrinal. Il s'agit pour le président de la République, en cette rentrée, j'allais dire, de préempter les rentrées des autres, et notamment de ses adversaires idéologiques. Qui sont les adversaires idéologiques potentiels les plus gênants sur le terrain du régalien de ce président issu des rangs d'En Marche? À l'évidence, tous ceux qui émanent de la droite dans ces différents courants. LR, qui a déjà dégainé, si vous voulez, on va y venir dans un instant, dans le Sud, sur la tenue unique, on y vient dans un instant. Reconquête, qui a toujours été en pointe sur la défense d'une laïcité old style, qui est celle à laquelle d'ailleurs sur un plan individuel, avec la plus grande sincérité, croit depuis très longtemps le fan de Charles Pasqua et de Philippe Séguin, qui était
encore journaliste Éric Zemmour, et enfin bien sûr le Rassemblement national qui ne cesse de challenger le gouvernement sur ce terrain-là. Est-ce que c'était déjà la position du président de la République lorsqu'il avait comme ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye qui n'était pas favorable à la position profonde du président de la République sur la durée de la dizaine d'années qui viennent de s'écouler. Nous pouvons constater ces oscillations, ces fluctuations, et aujourd'hui son tardif raffermissement. Il est vrai qu'après 2019, et surtout après l'assassinat barbare de Samuel Paty, il avait repris à son compte une partie de ce qu'on pouvait appeler la matrice historique de Manuel Valls. Mais jusqu'ici, vous avez absolument raison, sur les questions notamment de port, de signes religieux à l'école, il faisait le service minimum, si vous voulez. Il n'était pas en pointe dans ce combat-là. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il y a aujourd'hui la nécessité de l'affichage maximal d'un volontarisme régalien dans ce domaine-là, pour des raisons également de compétition politique. C'est la fameuse triangulation des mots de l'adversaire. On va y venir dans un instant en ce qui concerne justement la tenue unique. Et puis, il y a aussi la nécessité pour un président de plus en plus décrit, même par des alliés potentiels comme étant menacé par une forme d'impuissance politique, d'envoyer déjà lâché hier. Exactement, absolument, on en parlait hier, d'envoyer un message de détermination, de volontarisme et même, on pourrait dire, de virilité politique. Rien de mieux que ce terrain-là pour le faire. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas par ailleurs de la conviction chez Emmanuel Macron. Alors justement, sur les tenues uniques, on constate... Alors je peux le citer, mais je vais citer le président Alexis qui a parlé, donc qui a écarté d'abord l'idée de l'uniforme qui circulait ces dernières semaines, en se montrant néanmoins nettement plus favorable à la tenue unique, le combiné jean, t-shirt et veste par exemple, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Ça traduit là aussi une évolution de la position et de la prise en compte aussi des réalités du terrain ? Alors, probablement. Vous avez absolument raison qu'il y a l'Emmanuel Macron d'il y a 5 ans, l'Emmanuel Macron d'il y a 6 ans. Je relate cette conversation chez Ilana Sicurel, mais on pourrait parler aussi de son livre Révolution. N'était pas un candidat, à l'époque, qui faisait une place particulière aux défis que représenterait pour la République l'affirmation identitaire au travers des abayas ou des camis aujourd'hui qu'on voit fleurir partout et qu'il fallait évidemment stopper. Parce qu'il est animé par une vision peut-être plus anglo-saxonne de ces questions-là. Si on revient aux matrices des uns et des autres, bien sûr, chaque personne a une matrice. La matrice d'Emmanuel Macron, elle est social-démocrate, c'est incontestable, mais plutôt une social-démocratie qui serait, s'il faut mettre des mots, vous voyez, pour simplifier, qui serait plus proche de celle de Tony Blair que de Bernard Cazeneuve. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on est beaucoup plus proche du côté d'une juxtaposition des communautés dans la bonne entente, dans la bonne entente, que du côté des conceptions laïques, on va dire affirmées et strictes, du Grand Orient de France. Pour mettre des étiquettes, vous voyez, comme ça on se fait comprendre. Et là, nous avons un président qui, en cette rentrée, s'affirme quasiment comme un émule des loges maçonniques en matière de respect de la laïcité dans l'enceinte scolaire. Donc il y a, oui, à l'évidence, une évolution. Je ne dirais pas, comme notre confrère, l'excellent Bruno Jeudi, qu'elle est uniquement sous l'influence de sa femme. C'est réducteur. Puis en plus, ça a l'air de présenter le président comme la marionnette de son épouse. C'est complètement idiot. C'est aussi sous l'influence de la société française. Nous sommes dans une société qui change. Nous sommes dans une société où il y a des défis. L'islamisme et le salafisme en constituent incontestablement un. Et le président sait bien qu'il lui reste 3 ans et demi pour endiguer le flot montant de cette menace. Mais, puisque nous faisons du commentaire politique, Steve, j'en terminerai par là, Emmanuel Macron, c'est aussi un politique, si vous me passez l'expression, post-moderne. Nicolas Sarkozy, il était à l'évidence. François Hollande, nettement moins. Mais Manuel Valls, c'était un produit, on va dire, mêlé entre la modernité et la postmodernité. Emmanuel Macron est quand même très largement matricé par la communication politique contemporaine. D'ailleurs, il a à temps plein des conseillers qui ne font que ça, qui font des études quali, qui lui font remonter les études quali, qui lui disent voilà les attentes de l'opinion. À l'évidence, dans cette mise en scène absolument spectaculaire d'aujourd'hui, à Orthez notamment, il y a la prise en compte d'attentes grandissantes de l'opinion, de ce que j'appellerais une saturation de l'espace public et médiatique de la parole par un discours de fermeté régalienne revendiqué et porté par le président lui-même, qui pour l'instant... Il répond à cette critique en impuissance politique qu'on lui a faite. Je suis sur le terrain et je parle tous les jours. Ça c'est clair. Et d'ailleurs, et aussi on l'analysera politiquement dans les jours qui viennent, cela a pour conséquence d'étouffer très largement les rentrées politiques des principaux ténors. Mélenchon, pas très audible. Ciotti, pas très audible. Marine Le Pen, où est-elle passée ? Il est assez probable, en revanche, que le seul qui va,
gentiment ironisé, comme il a commencé à le faire depuis la publication de l'entretien de Valérie Tourner dans Le Point. C'est Éric Zemmour lors de l'université d'été de Gréoux-les-Bains dimanche prochain. Il va dire ah bah oui, il tient des discours extraordinaires. Il fait une rentrée absolument flamboyante. Mais toute sa politique, ça a été l'inverse. Je peux vous le dire, d'ores et déjà, il va dire ça. Et donc, effectivement, pour l'instant, Macron réussit son coup, c'est-à-dire qu'il éclipse totalement les oppositions qui apparaissent en quelque sorte en arrière de la main par rapport à toutes ces questions. Et qui doivent réagir finalement. Qui vont réagir, probablement, mais qui sont pour l'instant, étonnamment, c'était pas le cas l'an dernier, mais qui sont prises de vitesse par l'habileté avec laquelle le tandem Macron-Attal mène la danse sur ce terrain absolument fondamental. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Votre chronique est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Elle est également disponible en vidéo sur la page YouTube de Radio J. On se retrouvera pour ce qui vous concerne vendredi. Nous serons demain en compagnie d'Arnaud Benedetti. L'excellent Arnaud Benedetti. Bon après-midi, Alexis.